Mardi 3 mai, bonsoir, bienvenue dans l'édition de Proximité du territoire Nord-Lorrain. Une association de défense des animaux vient de lancer une alerte sur les conditions d'existence des pensionnaires du zoo d'Amnéville. Qu'en est-il? Sur place, Christophe Gaumont, Sébastien Roch. C'est horrible, sérieux. C'est une vidéo de quelques secondes qui ne montre pas grand-chose de sensationnel. On y voit un ours polaire faire des allers-retours au zoo d'Amnéville. Pour l'association Paris Animaux Zoopolis, qui a envoyé ce week-end un communiqué et ses images aux rédactions, cette vidéo est scandaleuse. Elle est censée montrer des troubles du comportement des animaux. Ce qu'on reproche à toutes les entreprises, à toute l'industrie de la captivité animale, c'est tout simplement d'emprisonner des animaux et d'en faire un commerce. Voilà. Et c'est ça qui nous pose un vrai problème éthique. Et que là, on a en plus donc des troubles du comportement qui démontrent que ce sont des conditions de captivité qui sont particulièrement problématiques pour les animaux. Du côté du zoo, on explique que ce type de comportement stéréotypique peut se produire chez des espèces sensibles comme les ours blancs, d'autant que les deux animaux en question ont été regroupés quelques jours seulement avant le tournage de la vidéo. Sur place, le procès d'intention fait au zoo passe mal. Leur souhait, c'est de faire des images qui choquent et tout de suite d'envoyer un scud de façon à faire du mal. L'objectif étant absolument basique, fermer les parcs zoologiques, sans se soucier aucunement du devenir des animaux dont on a la charge. Donc non, on n'a évidemment pas été contacté par l'association. On aimerait bien passer outre, mais ça nous touche forcément, ça touche nos animaux. On est là tous les jours avec nos bêtes, on est là plus de 10 heures par jour avec nos bêtes. Je passe plus de temps avec mes animaux qu'avec ma femme ou ma fille. Donc forcément ça nous touche. Moi ça fait 10 ans que je travaille avec les rhinos. Quand on va s'attaquer à mes rhinos ou même à d'autres animaux avec lesquels j'ai travaillé avant, forcément ça touche quoi. Pour l'instant, la direction du zoo ne s'est pas décidée à porter plainte car elle ne souhaite pas alimenter la polémique. Troisième épisode de notre série au long cours consacrée à cette collaboration inédite entre des collégiens en zone prioritaire et des étudiants en classe préparatoire. Elle doit aboutir le 1er juin prochain à un concours d'éloquence. Inès Texera, Philippe Drouot. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup, dans le cas de ce camarade, s'il rigole pas, on fait quoi? Peut-on, oui ou non, rire de tout? La réussite passe-t-elle uniquement par le travail? Ici, on apprend à débattre et à défendre son point de vue. J'étais un peu timide, mais avec le temps, j'ai réussi à me libérer un petit peu. Je prends plus la parole. Quand on passe pour les battles, je suis plus ouverte. J'arrive à mieux regarder le public. Pour un projet commun, un concours d'éloquence prévu dans 1 mois, ces collégiens rencontrent une nouvelle fois leur mentor, élève en classe préparatoire, qui les entraîne à la joute verbale. Là, tu as une base d'arguments qui m'a l'air pas mal. Maintenant, il faut juste la retravailler, tu vois, pour que, à l'oral, ça claque. Le fait de bien savoir parler, je pense que c'est un moyen de remettre un peu les personnes à égalité. Car on peut aller dans une grande école, mais dès l'instant où on ne sait pas parler, on n'a pas le truc qui va permettre à une personne de nous écouter, nos paroles seront vaines et ça n'aura pas beaucoup de portée. Une immersion au collège Jules Ferry de Voipy, classé en zone d'éducation prioritaire. Pour ces étudiants en classe prépa, un seul objectif, aider les collégiens à prendre confiance en eux. Les grandes idées, je les connais. Après, c'est à moi de formuler mes phrases à l'oral toute seule. C'est pas en regardant la feuille, en étant scotché dans la feuille. Pour casser les barrières sociales et croire en ses capacités quand on vient d'un quartier sensible, les obstacles sont nombreux. Mais pour Anaé, il ne faut rien lâcher. On est là aujourd'hui pour leur montrer que c'est possible, qu'on ne vient pas forcément tous du même milieu, même si on est dans des prépas et qu'on a l'air d'être un peu tous d'un milieu social peut-être plus élevé. C'est pas du tout le cas. Mona, Anaé, Loïs et Natacha, étudiants et collégiens se reverront encore une fois avant le concours d'éloquence du 1er juin. Puis d'autres rendez-vous auront lieu pour maintenir le lien. Comment se prépare en coulisses la prochaine grande exposition du Centre Pompidou-Metz? Elle sera inaugurée dans quelques jours. René Elkaïm, Yves Kreidel. L'exposition débutera le 7 mai. Le musée sentimental d'Eva Epli est mis pour la première fois à l'honneur au Centre Pompidou-Metz. Louise Bourgeois, Jean Tinguely ou Niki Saint-Phal auront également des œuvres présentes sur le parcours d'exposition. Un parcours qu'il faut penser, monter, organiser et adapter au lieu. Ici, la Galerie 1, une salle immense qui nécessite beaucoup de travail en amont, une expo qui se prépare
sur le temps long. On est à peu près sur une période de 5 à 6 mois de préparation qui est réalisée ici en interne. La réalisation de tout ça, c'est lié dans un premier temps avec une liste d'œuvres qu'on reçoit, qu'on modélise. Ces œuvres-là elles vont être installées dans un espace qui est ici la Galerie 1, qui est une galerie qui fait 80 mètres de long sur 14 mètres de large. Différentes étapes sont nécessaires, de la 3D à la maquette, du plan à l'appel d'offres, en passant par la réalisation. Différents talents s'exercent, notamment celui du commissaire d'exposition et de la directrice du musée. La plupart des œuvres, on les voit avant l'exposition, on va les voir chez les prêteurs, on va négocier les prêts. Mais parfois, on n'a pas le temps d'aller toutes les voir. On a aussi des surprises, des bonnes, des mauvaises. Et en tout cas, il faut aussi se laisser la liberté de changer sur le moment, face au mur, par rapport aux intuitions qu'on a et à ce qui nous semble mieux par rapport à l'espace. Oui, c'est très délicat parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire chaque œuvre, on fait une attention particulière. On est plus précis possible, même dans les centimètres. On ne revient pas sur des décisions, mais ce n'est pas toutes les œuvres, on ne trouve pas la juste mesure, la juste place dans l'exposition, on ne les mettra pas. Le musée sentimental est à découvrir dès le 7 mai au Centre Pompidou de Metz. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre 19-20 Lorraine, présenté par Anne-Sophie Pierson.